Bonjour Marie-Josée. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marie-Josée, tu es philosophe, je crois que c'est comme ça qu'on peut t'appeler, on peut te définir ainsi. Tu as écrit de nombreux ouvrages. Le dernier en date, aux éditions Les Liens qui libèrent, s'appelle Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays. C'est un peu un ouvrage programmatique dans lequel tu fais une proposition au monde, essayer pour un meilleur vivre ensemble, essayer de s'abstraire en gros de la notion de filiation pour aller vers la notion d'adoption, c'est-à-dire tu dis adoptons-nous les uns les autres et préférons les liens sociaux, les liens qui s'établissent par l'intermédiaire de l'adoption que par celui de la filiation. On va y revenir bien sûr, mais d'abord je voulais te faire réagir à des actualités en fait en ce moment dans le monde médiatico-politique, dans la rue, dans les PMU, dans les familles. Il y a beaucoup de sujets qui génèrent beaucoup de tensions, beaucoup de haine aussi qui s'exprime de façon assez libérée. Le dernier en date, c'est ce qui s'est passé, c'est depuis ce qui s'est passé à Crépol, donc c'était maintenant il y a 9 jours. Un jeune homme, Thomas, a été tué. Et pour l'instant, on peut pas tellement dire autre chose. Pourtant, la machine médiatico-politique s'est emballée autour de ce qui s'est passé à Crépol dans la Drôme, avec l'exacerbation ou plutôt la monstration de beaucoup de haine, de haine recuite, de stigmatisation, etc. Comment toi, de ton point de vue de philosophe, et parce que j'ai beaucoup lu ce que tu avais écrit, c'est pour ça que je voulais te faire réagir à ça, comment toi tu analyses ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine de jours autour de ce drame de Crépol? Tu vois, je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'être philosophe. Oui, je le suis pour des raisons de formation professionnelle, mais la simple citoyenne que je suis, évidemment sensible à l'information et aux images qui la soutiennent, j'ai écouté d'abord ce fait divers. Bon. Une fête, un meurtre, comme toujours, c'est plutôt comme maintenant le plus souvent au couteau, puisqu'il n'y a pas d'armes en vente libre comme aux États-Unis. C'est la cuisine qui fournit ce dont on a besoin quand on est vraiment en colère. Alors, ce qui déjà me frappe dans cette banalisation du coup de couteau, de ce qui tranche et de ce qui voilà du couteau, c'est qu'on n'est plus dans l'univers des armes, qui est très proche de la police et des chasseurs et des policiers et de l'armée, qu'on est dans l'espace domestique, c'est-à-dire que c'est la cuisine qui va fournir ce qu'il faut. Et ça me trouble beaucoup depuis beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est que j'ai suivi, évidemment, chaque jour ce qui se disait, comme si, à partir de ce fait divers dramatique et épouvantable, d'avertir simplement les citoyens, que ça a eu lieu, plus ou moins de quelle façon, des obsèques, bon, soit, dans lesquels on manifeste son chagrin, bon, soit, mais la chose est reprise tous les jours, alors que l'enquête dit clairement, on ne sait toujours pas qui est le meurtrier, mais tous les jours, depuis, et en continu, sur les chaînes, dans tous les cas, d'information continue, il y a une montée en force, une montée en intensité pour créer autour de ce fait, dont on ne sait toujours pas qui en est l'auteur principal, enfin celui qu'on doit
à proprement parler incriminés. Ce que l'on va créer, et encore aujourd'hui, ça a atteint un degré plus fort qu'hier et qu'avant-hier. On parle d'insultes racistes entre des communautés d'émigrés, de blancs, et d'insultes homophobes. Voilà. Donc, ça y est, on a trouvé le moyen, alors qu'on ne sait toujours pas qui l'a fait, et donc pourquoi il l'a fait, et comment il l'a fait. Mais on est en train de créer la scène de l'interprétation de cet événement sur le mode qui convient en ce moment à tout le monde, qui est celui de la haine, de l'islamophobie, du racisme anti-émigré, de l'intolérance à l'immigration, etc. On fait tout au niveau de la communication pour faire de cette scène dramatique une scène parmi d'autres qui répète ce qui s'est passé dans une cour d'école, au pied de la Tour Eiffel, etc. Il y a une espèce d'agglomérat, ou à Annecy, voilà. On va mettre toujours sur le même plan des événements, alors que pour les uns, on a eu le temps d'attraper l'assassin et de voir ce qui va ou ce qui n'allait pas, ce qui n'allait plus. Mais là, on est précisément dans le fait que les informations commencent toujours par dire on ne sait toujours pas qui a perpétré ce crime et sans doute peut-être ceux qui sont en fuite. Oh. Donc, si on ne sait pas, qu'on arrête de nous en parler, qu'ils fassent leur enquête dans le secret et le respect de l'enquête. Et je suis très choquée. Or, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le moindre événement de ce type, et ces événements ne sont pas parmi les moindres, est récupéré en l'espace de quelques jours dans le champ politique par des gens qui décident comment on doit en parler ou comment on ne doit pas en parler. Oh. À petite échelle, la même chose que pour Gaza-Israël. C'est pas la même échelle, évidemment, mais c'est aussi chaque jour... J'allais t'en parler, tu vois la même construction de récits médiatiques. Exactement, c'est d'arriver à mettre en place l'impossibilité de résoudre une question. Dans le cas de ramener la paix et la justice, essentiellement. Dans un autre cas, d'attraper un vrai coupable et seulement à ce moment-là, au fond, de l'interroger sur ses motivations et sur la perte du contrôle qui a eu lieu à ce moment-là. Mais il faut arrêter. Je veux dire que ça me fait penser à quelque chose que j'avais analysé il y a longtemps, en disant que le régime politique sous lequel nous sommes menés et malmenés, je l'appelle une phobocratie, c'est-à-dire une dictature de la peur. Voilà, une dictature de la peur à laquelle on doit répondre uniquement en termes de sécurité. Mais alors, justement, cette phobocratie, où est-ce que tu en situes? Oui, mais où est-ce que tu en situes son origine et comment tu l'inscris dans la chronologie? C'est une phobocratie depuis peu ou en gros nous vivons dans une phobocratie depuis la nuit des temps? Et je te dis ça justement parce que je voudrais te rapporter ce que dans son dernier ouvrage, Shlomo Sand dit un truc très intéressant. Il dit en gros au sortir de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la chute de l'URSS, les moteurs des peuples, c'était l'égalité, si ce n'est l'émancipation. Mais l'égalité, c'était ça, en fait, qui portait les dynamiques des peuples dans le monde, avec les décolonisations, etc., et même le progrès social à l'intérieur des pays. Aujourd'hui, ce que constate Shlomo Sand, c'est que depuis quelques dizaines d'années, ce moteur de l'égalité s'est enrayé. Et en tout cas, et ce n'est plus l'égalité qui est le moteur général du monde. Toi, ce que tu dis, c'est est-ce que finalement, ce nouveau moteur, ce serait pas la peur? C'est l'articulation de la peur à la haine. Bon, c'est pas pour rien que le mot terrorisme a ce succès. C'est parce que ceux qui nous terrorisent font régner la terreur et que ceux qui règnent
utilisent la terreur pour nous sécuriser. Donc il y a une économie généralisée, une pathologie économique des patients, dans laquelle la terreur et le vocabulaire du terrorisme et de la terreur entretiennent un sentiment d'insécurité, de péril croissant quotidien, et qui fait qu'il n'y a d'issue qu'en appelant au secours, c'est-à-dire en demandant à la police, à l'armée et aux armes proprement dites de nous tirer de là. Et donc, alors, c'est pas une question depuis la nuit des temps. Loin de là, moi je l'ai vu monter. Je sais que la première fois que j'ai un peu théorisé cette question, c'est aussi après la lecture aussi d'Hannah Arendt, la façon dont Hannah Arendt aborde les régimes passionnels, enfin les régimes passionnels ou pulsionnels qui accompagnent les démocraties ou les dictatures, à partir d'une relecture de Kant. C'est-à-dire que bon, c'est très intéressant, mais à partir de là, je l'ai vu monter. Je me souviens, à l'époque, j'étais très, très sensible. Je travaillais plutôt sur la façon dont l'Église catholique se situait politiquement, et c'était sous Jean-Paul II. Avec les grandes déclarations, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et ça m'a beaucoup inquiétée. C'est-à-dire que dire à toute une communauté « n'ayez pas peur » était une façon à la fois de dire « je sens que vous avez peur, j'ai les moyens de vous protéger ou de vous sécuriser ». Et c'est devenu une sorte d'antienne qui s'est généralisée. Dans le même temps, si je puis me permettre, Roger Giquel, qui était le présentateur d'Antenne 2, disait, c'était Patrick Henry, je crois, l'affaire Patrick Henry dans les années 70 ou 80, disait « La France a peur ». Il avait commencé son JT comme ça. Oui, oui, la France a peur, oui, c'est ça. C'était un peu la même chose que n'ayez pas peur de... Donc c'est la fin du mitterrandisme, le post-mitterrandisme, et cette intensification du vocabulaire de la sécurité qui disqualifie radicalement deux choses. D'une part, le courage, en favorisant le tremblement et la frilosité et la haine. On va depuis la frilosité jusqu'à la haine, et la violence qui accompagne la haine et la terreur. C'est le premier qui tuera l'autre qui survivra. Donc on a cette économie-là, enfin c'est assez effrayant. Ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup marqué, et ça a été évidemment un élément important maintenant quand j'actualise ma réflexion, c'est de m'attacher à cette oui, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est aussi non seulement la perte du courage, mais l'incapacité ou l'impuissance et l'incapacité de penser qu'il faut pour avoir du courage, il ne faut pas avoir peur, il faut à la fois reconnaître le danger et ne pas avoir peur de se mettre en péril. De prendre des risques dans le combat pour l'égalité, par exemple. Cette idée que non seulement il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de risquer, de se mettre en péril, c'est la façon dont j'approuve, c'est un deuxième aspect de ma démarche, que j'approuve les mouvements qui
qui décident d'agir, hein, qui montent au filet, qui prennent les armes, qui montent au combat pour défendre des valeurs démocratiques. Et donc, par exemple, pendant la nuit debout, j'ai fait partie avec beaucoup d'autres, hein, de ceux qui, par leurs paroles, leur présence, leur prise de parole, ont soutenu des formes de résistance, des formes de combat et des risques que l'on pouvait prendre face à la police ou à des gestes de sécurité policière. Donc voilà, c'est la question de ne pas avoir peur, c'est en même temps non seulement avoir du courage, ne pas demander, ne pas faire appel à la sécurité, et requalifier d'une certaine façon les risques que l'on peut prendre en entrant dans l'action et le combat. Donc tout ça fait partie de ma façon d'aborder maintenant la question démocratique, la question de l'égalité, la question des formes de résistance. Pour autant, tu notes quand même que cette façon d'envisager nos sociétés ou d'envisager le monde est assez minoritaire. Enfin, c'est-à-dire que... Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Parce qu'après, on va parler de ce que tu proposes dans ton livre. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait du fait que, en fait, Alors, ce que tu dis, en fait, il y a toi qui le si dis. tu veux, minoritaire ou pas. Je pense que ce que j'appelle les forces microsismiques, le tissu associatif, les forces microsismiques, ce que j'appelle la force des faibles. C'est en 2007, j'avais rédigé donc un manifeste qui s'appelait le manifeste des saxifrages et qui était intitulé Saxifraga Politica, pour dire que je considérais, cherchant un modèle métaphorique sur les formes de résistance et d'action, un modèle m'inspirait énormément, qui était celui des plantes, dont le nom saxifrage signifie brise-pierre. Je les appelais les plantes casse-béton, brise-pierre. Et il se trouve que ce sont des herbes extrêmement faibles, qui sont sans racines, qu'on trouve partout, et qui poussent partout, et qui ne seront jamais ni une pelouse, ni des arbres, ni des plantes reconnues. Ce sont des poussées végétales dont les graines se sont semées au gré du vent, vont se loger entre les pavés ou dans des infimes infractuosités de la pierre, et arriver par leur force à faire craquer les choses. On les appelle saxifrages pour ça. C'est parce que ce sont des toutes petites choses qui brisent le bloc, qui brisent le plus dur. En ce sens, c'est cela qui m'a animée, comme sous une forme métaphorique évidemment, mais que je souhaitais indiquer comme modèle de la force, ce que j'appelle la force des faibles. Parce que tu disais que ma façon de penser était minoritaire, je dis elle est minoritaire parmi ceux qui, jouissant de quelques privilèges ou de quelques pouvoirs ou d'un confort comme celui dont je peux jouir parce que ma trajectoire me permet d'appartenir à la petite bourgeoisie, donc voilà. Mais c'est pas depuis ce point-là où je ne vais trouver personne chez mes pairs ou chez d'autres gens partageant ma condition. C'est avec ceux de ma condition comme de ceux qui sont les plus simples, les plus ignorés, ceux qui n'ont ni voix ni force. Voilà. C'est pour ça que les émigrés m'intéressent, que les enfants m'intéressent. C'est-à-dire à tout ce qui arrive assez démuni et peut imposer
sa puissance de transformation et la richesse surprenante de son arrivée et de sa force, à la condition évidemment que l'on prépare le terrain de leur accueil, de leur écoute, de leur accueil, de leur asile. Donc, je ne souhaite pas trop insister sur des notions comme minorité ou majorité, d'autant plus que, alors là où le pouvoir s'exerce, ils ont le plus grand mal à défendre quelque chose de l'ordre d'une majorité. Ils se partagent sans arrêt, ils s'émiettent sans arrêt les uns les autres, en brisant eux-mêmes à l'intérieur de leur propre communauté surpuissante au niveau institutionnel et administratif. Ils n'arrêtent pas d'émietter et d'être incapables de conclure de véritables alliances. Donc, c'est ceux, à mon avis, qui exercent le pouvoir sous les formes les plus diverses dans les institutions et les grands organes de la République, dont je vois chaque jour la faiblesse. Ce qui fait dire de temps en temps, à la presse d'ailleurs, qu'il y a une crise de l'autorité. Ce qui est pour moi très symptomatique, c'est que les gens ont le pouvoir, mais ils n'ont aucune autorité. Ça, c'est très symptomatique, c'est vrai. Personne parmi ceux qui exercent le pouvoir ou qui jouissent d'une certaine puissance dans l'espace public et dans l'espace professionnel, n'exerce véritablement, clairement et de façon justement majoritaire dans leur camp, une véritable autorité, c'est-à-dire qui nécessite l'égalité. Il n'y a pas d'autorité sans égalité, alors que le pouvoir s'exerce dans l'inégalité. Donc, ils exercent le pouvoir en étant les champions de l'inégalité, et c'est comme ça que le pouvoir s'exerce, pouvoir du plus fort sur le plus faible, du plus riche sur le plus pauvre, du plus grand sur le plus petit, du plus vieux sur le plus jeune. Ça, il y aura toujours un exercice du pouvoir. L'autorité, c'est autre chose, et là-dessus aussi, Arendt a dit très clairement les choses. Et pas il y a un dévoiement en fait de la notion d'autorité. Et voilà, les gens pensent que l'autorité, c'est prendre un bâton et taper. C'est pas l'autoritarisme. C'est même le contraire. C'est même le contraire de l'autoritarisme. L'autorité, c'est l'exercice d'une autorité de quelqu'un qui a l'autorité sur quelqu'un qui reconnaît cette autorité dans un rapport d'égalité, dans la mesure où celui qui impose les lois de son autorité obéit lui-même aux lois qu'il impose et n'est pas au-dessus des lois qu'il impose. Donc il y a une égalité. Voilà. Partage une condition. On va maintenant parler de ton livre. Tu l'as un peu esquissé, tu as dit, moi ce qui m'intéresse, ce sont les enfants et les étrangers. Et voilà. Ceux qui arrivent. Ceux que l'on accueille. Voilà. Qu'est-ce qui fonde selon toi la relation entre... c'est pas évident en fait de mettre sur un pied d'égalité pour le coup l'enfant qui arrive dans une famille, que l'on accueille dans une famille. Tu dis c'est un cas particulier d'accueil, et l'étranger qui arrive sur un territoire qui n'est pas le sien. Quelle égalité tu mets entre ces deux choses? Ce qu'ils ont déjà en commun, c'est d'être démunis. C'est leur faiblesse et leur apparente et réelle dépendance face à ceux qui vont les accueillir. Que l'enfant qui vient de naître, comme l'émigré qui arrive démuni, misérable, malade, voilà. Il y a une faiblesse et une demande d'accueil qui est une demande d'asile et qui est une demande vitale.
voilà, là, le droit de vivre, la place de vivre, mais ce, évidemment, que j'ai voulu amplifier et montrer, enfin, et analyser et développer, c'est que ce soit l'enfant ou que ce soit l'émigré, c'est l'arrivée d'un inconnu. Et que quand je dis que l'enfant n'est qu'un cas particulier, enfin l'enfant né biologiquement, n'est qu'un cas particulier, ou biologiquement, ou par toutes les voies qu'on peut emprunter aujourd'hui, je tenu à ne pas discuter de ces différentes modalités de l'arrivée. Ce que je souhaitais, c'était de mettre en place la nécessité non seulement de l'accueil, de la reconnaissance de ce que l'on doit à la vie et à la survie de celui qui arrive, mais en comprenant qu'il n'arrive pas sans rien. Il arrive comme une surprise, comme un inconnu, y compris le nouveau-né. C'est-à-dire la tendance évidemment naturelle qui est tout de suite de regarder le nouveau-né en demandant à qui il ressemble et de penser qu'on sait d'où il vient, mais non, on sait peu de choses. Et avec un peu de chance, on va en savoir de moins en moins, parce que cet enfant va grandir et s'autonomiser. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le livre en disant il ne suffit pas de naître, il faut être adopté. C'est-à-dire que le lien biologique, le lien familial ou filial, avec un F, c'est l'accueil d'un inconnu. Et que l'arrivée de cet inconnu est un plus, est une richesse. Et que le plus démuni reste quelqu'un qui arrive avec une histoire, avec sa langue, enfin quand l'émigré arrive avec son histoire. Le bébé arrive sans langue. Voilà. Il n'a pas encore le vocabulaire pour s'exprimer. Mais si je puis me permettre, il y a quand même aussi une autre différence. On va s'adresser à lui. Et on va s'adresser à lui, exactement. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que l'enfant qui arrive dans une famille, il y a un espèce de présupposé de son accueil bienveillant. Alors même que l'immigré qui arrive dans un autre pays, lui c'est l'inverse, il va y avoir un présupposé de méfiance. Voilà, exactement. Or, je plaide justement pour que la question de l'hospitalité soit envisagée dans toute son ampleur, même si les dispositions et les dispositifs de l'accueil sont forcément différents face à un nourrisson et face à un adulte qui arrive, ou même un adolescent qui arrive. Mais que le fait de le reconnaître comme un inconnu, d'une part, et comme quelqu'un qui est porteur d'une transformation du monde, d'une modification de ma propre présence, et d'une mise à la fois en crise et en déplacement des régimes d'identité, d'identification. Voilà, c'est tout cela qui m'a conduite à associer ce que j'appelle le nouveau venu, ou le premier venu. Alors, évidemment, j'ai voulu d'autant plus faire de la filiation avec un F, je reviendrai après pourquoi je dis ça. La filiation avec un F, c'est parce que les nouveaux dispositifs de la procréation et de l'adoption font que nous sommes maintenant en présence d'enfants et de nourrissons, de nouveaux venus, qui arrivent avec de tout autre présupposé, de tout autre, d'une façon non traditionnelle, à la fois sur le plan biologique, sur le plan parental, etc. Donc, cette étrangeté est ce qui me touche le plus. Et
cet amour de l'étranger, cette philoxénie, hein, comme l'appelaient les Grecs, fait partie de de ce que j'appelle la culture. Voilà. J'ai voulu associer totalement l'accueil à un geste de création, à un geste de choses qui se construit, qui est à construire. Voilà. La filiation se construit, y compris dans une famille, comme elle se construit dans une société. Alors après, c'est vrai que j'ai voulu, pour amplifier et associer des conditions très hétérogènes, l'enfant et l'émigré, j'ai voulu absolument le faire entendre en modifiant l'orthographe du mot filiation pour attacher non plus à la génétique, à la biologie, mais à la grande tradition de la filia et de l'amour, de l'amitié avec PH à partir du grec, hein, puisque non pas que le français l'ignore, hein, il y a suffisamment de mots qui commencent par philos, hein, la philosophie en fait partie. Donc les Français ne tomberont pas des nues en voyant tout d'un coup écrit filiation avec PH, parce que même le coton hydrophile est censé aimer l'eau qu'il absorbe. Donc quand on m'a dit que personne n'allait comprendre filiation avec PH, j'étais un peu surprise dans la mesure où la langue française est absolument habitée par beaucoup de mots dans lesquels la filia et le rapport de filiation ou le philos parlent de l'amour et de l'attraction et de ce que l'on doit affectivement, hein, des affects, du régime d'affect qui habite nécessairement tous les liens. Mais est-ce que ce que tu dis, c'est qu'il pourrait y avoir entre la filiation avec un F et la filiation avec PH, une égalité, c'est-à-dire que, parce que, à dire vrai, quand on lit ça et qu'on repose ça qu'on lit ça au prisme de notre expérience, oui. C'est vrai que l'expérience de la famille, beaucoup en ont enfin voilà, pour le dire assez ouais. directement, on se dit oui mais quand même, moi par exemple pour ma petite sœur, je serais capable de brûler la moitié de la terre et de tuer tous les gens qu'il faut. Pour un autre avec un grand A, je sais pas si je pourrais avoir cette même je sais pas, rage d'amour que j'ai aujourd'hui pour les gens qui font partie de ma famille. J'entends que c'est construit, mais par contre, le déconstruire est quelque chose qui me paraît aujourd'hui en dehors de... Je sais pas si toi, tu as des enfants ou si tu as de la famille, mais déconstruire ce lien, ou plutôt essayer de construire des liens qui sont aussi forts que les liens, par exemple, que tu as avec tes enfants pour d'autres gens que tu accueillerais, je vois pas comment on y arrive. Il ne s'agit pas de faire une échelle d'intensité dans les régimes de dévouement que l'on peut avoir, les régimes de dévouement et d'amour qu'on peut avoir à l'égard des uns, à l'égard des autres. Il est évident que la question de l'amour, c'est une construction, et je comprends ce que tu dis sur la petite sœur, mais d'une certaine façon, je dirais, tu feras d'autant plus de choses pour ta petite sœur, non pas parce qu'elle est biologiquement liée, parce qu'elle aurait pu être une enfant adoptive, qui rentre dans ta vie par les voies de l'adoption, et tu ferais la même chose, c'est-à-dire... Par exemple, je ferais la même chose pour mon mec. Hein? Je ferais la même chose pour mon compagnon. Oui, exactement. C'est ça. C'est qu'à partir du moment où il y a un régime d'amour, la générosité est immédiate. Simplement, là, je dis que si on veut venir à bout de l'organisation politique d'une haine sociale généralisée, il va falloir repenser autrement les régimes d'hospitalité. Je ne demande pas qu'on tombe amoureux de tous les gens qui arrivent à la frontière. C'est pas une question d'érotisation
c'est pas du tout en termes d'érotisation. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler sur le film de Jean-Daniel Paulet avec le lépreux, hein, parce que quelqu'un qui a tous les aspects qui pourrait avoir tous les aspects de provocation de la répulsion, même peur de la contagion et la répulsion, parce qu'il n'y a aucun charme, aucune séduction possible, aucune érotisation immédiate. Et finalement, par sa parole et la façon dont il est filmé, non seulement il devient un objet d'amour, mais il parle d'amour. Et il finit en disant « Et si nous vous aimions, est-ce que vous le supporterez ?» C'est-à-dire, on sent que la question de l'amour est fondamentale. Maintenant qu'il y ait une très grande variété des formes de l'amour, non seulement c'est vrai et c'est même sa richesse, alors que je pense qu'il n'y a pas une très grande variété des formes de la haine. Mais par où on commence? Non, parce que ça, c'est une vraie question. Ouais. Toi, tu produis cet ouvrage qui m'intéresse énormément, que je me dis, il y a de l'idée là-dedans. Il y a de l'idée de remettre l'amour au centre, L'affect, oui. L'affect exactement, cette filiation avec un PH, très bien, ok. Bon, mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est pas tellement ça les dynamiques, comme on l'a dit en début d'interview, c'est pas ça les dynamiques qui priment. Donc, je suis un peu perplexe. Est-ce que ce que tu dis, c'est déjà toi, lecteur, applique-le à toi-même. Oui. Et après, selon les logiques saxifragiques, on va essayer de faire péter la pierre. Oui. Ou est-ce qu'il y a des moyens, par exemple par le politique, qu'on puisse aboutir. Tu parles par exemple de zones à créer. Oui. Des ZAC. Absolument. La création des zones, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle le déploiement du tissu microsismique. C'est-à-dire, je suis très sensible, par exemple, à la gestion, enfin, le mot n'est pas joli, mais au rapport de voisinage. Dans un immeuble, dans le voisinage, la mitoyenneté. J'avais justement développé dans une conférence au Collège de France l'hiver dernier une conférence que j'ai appelée mitoyenneté citoyenneté, pour que les questions du voisinage et de la proxémique, comme aurait dit d'autres, comment s'approcher sans fusionner ou sans répulsion, comment régler l'approche, comment régler l'écart et la proximité. S'il n'y a plus d'écart, c'est fusionnel et c'est catastrophique parce qu'il n'y a plus de subjectivation. S'il y a trop d'écart, il y a de la disjonction et ça peut devenir la guerre. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, et j'en parlais beaucoup avec Jean Toussaint de Santi, qui nous a quittés maintenant, mais avec ce philosophe, c'était cette question politique de la régulation des écarts. Et que penser la démocratie, c'est penser en termes d'égalité la régulation des écarts. Et en termes d'égalité. C'est ça qui est... C'est sur cette base-là. Donc, c'est vrai fréquenter un voisin, régler un voisinage, accueillir un étranger, approcher un inconnu, sont autant de démarches qui ont leur propre dramaturgie, leurs propres règles, et à chaque fois qu'il y a une rencontre, on doit réinventer la façon de s'approcher, de s'aimer, et en même temps de préserver, parce qu'il n'est pas question, parce qu'on s'aime, de ne faire plus qu'un, par exemple. Voilà. C'est ça, j'entendais hier, parce qu'on me l'a fait entendre, une intervention d'Alain Badiou parlant de l'amour,
Et on me faisait entendre un enregistrement de sa voix sur la question de l'amour, qui pour lui, parmi les 4 pôles qui organisent sa pensée, la question de l'amour, il disait, en fait, l'amour, c'est une situation radicale, c'est sans doute la véritable pratique du communisme. Bon, ça, c'est son vocabulaire. Oh. Mais j'entends bien ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, c'est essayer de dire que la radicalité de l'amour, ou ce que moi j'appelle la philia, qui crée la filiation, ne peut se faire que dans la régulation des écarts et dans la reconnaissance intersubjective, la construction du lien, et on n'en finit pas de le construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit, en fait. C'est ça qui... Alors, c'est fatigant. J'ai une dernière question, Marie-Josée. Elle a trait à un texte qui est en ce moment débattu au Parlement. Enfin, elle est en première lecture à l'Assemblée nationale après être passée par les fourches codines du Sénat. C'est le texte sur le projet de loi immigration, ouais. Porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On est un peu à des années-lumière de ce que tu proposes. Oui. Je vais même dire, on est un peu orthogonal à ce que tu proposes. Ah oui, oui, c'est... Quelle lecture t'en fais de ce projet de loi immigration, ou plutôt des débats que ça génère? La lecture, la première lecture, c'est le sentiment du scandale de l'inhospitalité organisée, administrée. Hein, il n'y a plus... C'est les lois de l'inhospitalité. Mais évidemment, je ne m'en tiens pas à l'effroi que m'inspire la classe politique qui prend ses dispositions, mais c'est l'effroi politique qui me fait supposer que ce qui est en train de se mettre en place, c'est un envahissement de la société dans laquelle j'habite, par la xénophobie, la haine, la montée de l'extrême droite, le racisme, la justification de la violence, et je me dis, mais si ça continue, ils vont rétablir la peine de mort. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, je me pose la question. Je me dis, si l'extrême droite prend vraiment le pouvoir au niveau le plus absolu, qui est celui de son souhait le plus grand, ça pourrait aller jusque-là. Dans certains espaces, notamment médiatiques, le débat a eu lieu. Je pense notamment à l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Ils ont eu plusieurs fois ce débat, est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort? Voilà. Et tu avais la moitié du plateau qui disait oui. Mais absolument. Oh. Alors, et c'est pas uniquement parce qu'il y a des mouvances néo-nazis ou néo-fascistes, c'est parce qu'il y a une véritable invasion phobocratique, haineuse, et l'analyse que l'on peut en faire et qu'il faut faire, et là on n'en a pas parlé, mais c'est le rapport qu'il y a entre ça et le néolibéralisme, c'est-à-dire les lois du capitalisme concurrentiel, le rapport à la propriété, la question des salaires. C'est-à-dire, il faut aussi l'aborder sur le plan des institutions dites républicaines, des rapports de force, de la situation et de la gestion économique de cette société. Mais justement, parce que ça, on a vu la gauche un peu divisée sur ce sujet en amont des débats sur ce projet de loi immigration. Il y a une partie du texte qui propose d'octroyer des papiers aux travailleurs. Oui. À ceux qui travailleraient dans des métiers en tension, même pas des secteurs, voilà, en tension. En tension, voilà. Ça c'est le mot. Donc il y a une partie, donc on fera un tri entre genre les bons. De qui on a besoin. Voilà, de qui on a besoin. De qui on a besoin. Comment tu te positionnes par rapport à ça? On est très loin de l'hospitalité. Bah, bien sûr. Je veux dire, c'est une gestion économique, une gestion financière
de l'emploi et bon, c'est très... En plus, les conditions salariales, les conditions sociales qui sont proposées à ces gens dont on a besoin dans les métiers en tension sont absolument fondées sur l'inégalité. On revient à la question néolibérale. Absolument. Donc, il ne faut pas simplement traiter la question de l'hospitalité. On a beaucoup parlé d'amour, en tous les cas j'ai beaucoup parlé d'amour, comme si j'étais dans un combat affectif. Hein. C'est un combat politique. C'est un combat politique parce que c'était déjà quand Chateaubriand. Non, pardon, excusez-moi, j'ai une sottise. Je pense à la démocratie en Amérique. Donc, quand Tocqueville va aux États-Unis et a fait ce grand texte dans la démocratie en Amérique sur les passions mères, les passions fondatrices des différents régimes, voilà, politiques, et que, bon, et bien sûr, Tocqueville dit la passion mère du régime aristocratique, c'est l'honneur, etc. Et on vient des États-Unis et il dit, là-bas, la passion mère, c'est l'envie. C'est l'envie. En latin, invidia. Tu ouvres le dictionnaire Gaffio, invidia, c'est la haine. C'est la concurrence, à partir du moment où la rivalité, l'envie, et le statut de la propriété et de l'enrichissement fait que on veut toujours avoir plus que l'autre et plus que soi-même, etc. Et cette invidia, cette haine, cette envie que Tocqueville a repérée aux États-Unis, je dirais c'est une intuition extrêmement juste sur ce que le capitalisme était en train de mettre en place, c'est-à-dire la grande bourgeoisie pré-industrielle puis financière, met en place. Ceux de la même classe se tolèrent entre eux et se jalousent et se concurrencent sans fin. Et ils n'ont, pour ceux qui n'ont rien, qu'un discours d'asservissement et de dépréciation, d'infériorité. C'est une lecture effectivement de lutte des classes qui est très intéressante et à mon avis très juste, mais justement, et ce sera ma dernière question, dans la question de l'accueil et les réflexions qu'on a sur l'immigration, mais aussi sur les questions de filiation avec un F, il y a aussi la question de l'identité et de la transmission. Tout à fait. Et dans le cadre de la famille avec un enfant biologique ou pas, on imagine qu'il y a une transmission, culturelle, un peu bizarroïde. Parfois, il y a des peurs quand même de oh là là, mais si il ou elle se marie avec tel autre, ça va être une catastrophe, va y avoir une perte de l'identité familiale, etc. Dans le cadre des migrations, il y a cette peur fondamentale qui est portée par l'extrême droite, de dilution d'une pseudo-identité nationale, judéo-chrétienne, européenne, blanche, je sais pas quoi. Comment ça tu le prends en considération dans ta grille de lecture? Mais comme je le dis très clairement, pour moi il est hors de question de disqualifier ce qui se joue dans une filiation de type biologique, familiale, où forcément il y a transmission culturelle, transmission génétique, hérédité, mémoire. Mais si l'enfant qui arrive, si le nouveau venu n'est que un maillon dans une chaîne qui ne fait que transmettre sans rien rompre de cette chaîne, parce qu'il faut à un moment la rompre. C'est ça, quand on parle de la crise de l'adolescence, pour moi ce qu'on appelle crise de l'adolescence, c'est le moment où le sujet né dans la famille, ou adopté, mais en tout cas né dans la famille, même biologique, pose la question
de la rupture de son autonomie et de sa rupture avec ce qui le précède ou à qui il doit, pour ne pas être que l'effet. Il ne faut pas n'être que l'effet de ce qui précède. Il faut devenir la cause de ce qui arrive. Et pouvoir devenir cause et ne pas être simplement l'effet suppose une rupture. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un moment, au moment de l'adolescence, l'adolescent, en fait, voudrait, dans ce qu'on appelle sa crise, mettre en place les conditions de son adoption par sa famille génétique. Est-ce que si je romps, je reste votre enfant? Ou est-ce que vous considérez que je trahis parce que j'ai des choix culturels, des choix sexuels, des choix, enfin tout ce qui est professionnel, j'ai des choix qui ne correspondent absolument pas ou qui sont dans la rupture. Et donc, suis-je toujours l'enfant? Voilà. Mais il peut aussi y avoir transmission, héritage, voilà. Maintenant, cette question de l'héritage, je pense que Bourdieu l'a travaillé de la façon la plus claire et la plus efficace politiquement, et sociologiquement et politiquement. Et pour moi, justement, la façon dont il a analysé les effets politiques de l'héritage, et du prolongement, et de la répétition, et de l'accroissement, et de la patrimonialisation des biens, de la culture, de la tradition, et en montrant à quel point c'était précisément comme ça qu'on créait une culture de classe. Et qu'à ce moment-là, il est impossible pour l'héritier d'entrer en lien d'égalité avec celui qui arrive et qui a l'air de n'avoir rien derrière. Mais bien sûr que celui qui arrive a aussi derrière, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, qu'il transmet ou pas. Enfin, personne n'arrive avec rien derrière. Que ce soit un enfant voilà, ou un exactement. migrant. Et là, à un moment, il faut faire un saut. C'est la lettre au père de Kafka, c'est absolument formidable sur cette question justement de la filiation. Ce qu'on attendait de lui, la déception paternelle. Je n'ai pas été le fils que tu voulais, mais du coup je ne te reconnais pas non plus comme le père que tu voulais être, ou que tu t'es imaginé être. Voilà. Et donc, dans cette non-reconnaissance, dans cette indignité partagée, réciproque, quelque chose en même temps s'instaure, voilà, et Kafka devient la cause de son œuvre. Donc voilà, c'est... Soyons donc tout accueil, créons des zones à créer. N'ayons pas peur de ce qui vient. N'ayons pas peur de ce qui vient, exactement. Voilà, n'ayez pas peur de ce qui vient. C'est pas forcément mauvais. Et on va y arriver. Voilà. Tout arrive. Tout ce qui arrive n'est pas un virus. Alors je dis d'ailleurs, je pense que la crise du Covid a considérablement contribué à amplifier, installer, pétrifier même le vocabulaire, le lexique de la contagion, de la terreur et de l'horreur de la proximité, vraiment. La crise du Covid, ça a été un outil politique considérable pour fabriquer de la terreur et de la haine. Voilà. Sortons-en le plus vite possible. Merci beaucoup, Marie-Josée.